Le soleil pendait bas sur les plaines infinies, peignant le ciel de nuances des ambres et de cramoisis, alors que Élise Dumont se tenait à la fenêtre de sa cabane. C'était en 1875, et la petite colonie de Rive-Claire peinait encore à s'imposer dans ce paysage hostile de la frontière. À 22 ans, Élise avait déjà connu plus d'épreuves que la plupart des gens. Orpheline à 16 ans, elle avait réussi à entretenir la modeste ferme de ses parents en périphérie du bourg, gagnant sa vie en vendant des remèdes à base des herbes et en instruisant parfois les enfants du village. Ses doigts tracèrent le rebord en bois de la fenêtre, poli par des années de gestes similaires. La silhouette lointaine des « un cavalier solitaire » apparut à elle horizon, et le cœur des Élise accéléra. Elle connaissait ce contour, cette posture sur la selle. Était Aigle Vif, son ami secret. Bien que le mot « amitié » fût bien pâle pour décrire ce qui avait grandi entre eux au cours de l'année écoulée. Il ne devrait pas venir ici, murmura-t-elle pour elle-même, un mélange de joie et de terreur l'envahissant. Pas si près de la ville. Aigle Vif était un guerrier autochtone, un des rares à maintenir encore des contacts pacifiques occasionnels avec les colons. Il avait rencontré Élise pour la première fois alors qu'elle cueillait des herbes près du ruisseau qui séparait la colonie des terres tribales. Au lieu de hostilité, ils avaient trouvé un terrain d'entente dans leur connaissance des plantes médicinales. Au fil de mois de rencontres clandestines, ils étaient enseignés leurs langues respectives, avaient partagé des histoires et avaient fini par tomber amoureux. Une connexion interdite qui les verrait tous deux condamnés si elle était découverte. Élise se précipita dehors, sa robe de coton simple flottant dans la brise du soir. Aigle Vif mit pied à terre avec grâce, ses yeux sombres trouvant instantanément les siens. À 25 ans, il se portait avec la dignité un homme qui connaissait sa place dans le monde, même si ce monde était violemment remodelé autour de lui. Tu n'aurais pas dû t'approcher si près, dit doucement Élise, incapable de dissimuler le sourire qui trahissait ses véritables sentiments. J'y apporte un avertissement, répondit Aigle Vif, son français mesuré et délibéré. Des hommes blancs de la ville chevauchent vers les terres tribales demain. Je les ai entendus planifier alors que je chassais près de la colonie. Le sang des Élise se glaça. Que veulent-ils? Ils parlent de nous repousser plus loin vers l'ouest, de prendre le peu de terre qu'il nous reste. Sa mâchoire se crispa. La paix se brise. Une brindille craqua derrière eux, et Élise virevolta pour voir le capitaine Roche se tenir à la lisière de sa propriété, son visage buriné tordu par le dégoût. Eh bien, traîna-t-il, la main posée sur son revolver. On dirait que les rumeurs étaient vraies après tout. La fille du Montfray avec les sauvages. Aigle Vif se tendit, mais Élise posa une main apaisante sur son bras. Le capitaine N était pas seul. 2 adjoints émergèrent derrière lui, fusil levé. Cet homme est mon ami, déclara Élise, la voix plus ferme qu'elle ne le sentait. Il partait juste. Oh, il part, c'est sûr, ricana Roche. Et toi, tu viens avec moi. Le conseil du village décidera quoi faire une traîtresse. Aigle Vif bougea avec la vitesse de l'éclair, poussant Élise derrière lui. Elle n'a rien fait de mal. Écarte-toi, l'Indien. Aboya un des adjoints. Où on abat sur place. Va-t'en, chuchota Élise avec urgence à l'oreille des Aigle Vif. Je t'en prie, si tu meurs ici, cela n'aidera personne. Pendant un instant, les yeux des Aigle Vif flamboyèrent de défi, mais une compréhension passa entre eux. Avec une grâce fluide, il bondit sur son cheval et élança, esquivant de justesse les balles que les adjoints tirèrent après lui. Le capitaine Roche saisit brutalement le bras d'Élise. Tu as fait ton choix, gamine. Maintenant, tu vas en subir les conséquences. Alors qu'il la traînait vers la ville, Élise jeta un dernier coup d'œil par-dessus son épaule vers la silhouette des Aigle Vif se découpant contre le ciel qui assombrissait. Elle savait ce qui attendait à Rive-Claire, le jugement, la condamnation, peut-être même la mort. La colonie avait pendu un homme le printemps dernier pour avoir vendu des armes aux tribus. Son crime serait perçu comme bien pire. Mais à cet instant, regardant Aigle Vif chevaucher vers la sécurité, Élise découvrit qu'elle ne regrettait pas un seul instant de leur amour interdit. La prison était un petit bâtiment robuste au centre de Rive-Claire. Alors que le capitaine Roche la poussait dans une cellule, les villageois rassemblés hurlaient des insultes. Des mots comme traîtresse, amante de sauvage, et pire encore résonnaient contre les murs de bois. Parmi la foule, Élise reconnut des visages de gens qu'elle avait aidés, des enfants qu'elle avait appris à lire, des femmes dont elle avait soigné les mots. Maintenant, ils la regardaient comme si elle était une étrangère. Le conseil se réunira aux premières lueurs, annonça Roche, verrouillant la porte de la cellule avec une finalité théâtrale. Jusque-là, mademoiselle Dumont peut méditer sur la gravité de sa trahison. Laissée seule,
Élise affaissa sur le dur banc de bois qui servait à la fois de siège et de lit. La cellule était nue, à l'exception des un petit seau dans le coin et des une unique fenêtre haute à travers laquelle elle pouvait voir un coin de ciel étoilé. Les mêmes étoiles, pensa-t-elle, que Aigle Vif devait regarder en ce moment. Il sera à mi-chemin du campement maintenant, murmura-t-elle, trouvant du réconfort dans cette pensée. Au moins, il était en sécurité. Vous parlez déjà toute seule? Ce n'est pas bon signe. La voix venait des ombres. Le père Benoît entra dans la lumière, son visage maigre solennel sous la faible lueur de la lanterne. « Êtes-vous venu prier pour mon âme, mon père ?» demanda Élise, ne prenant pas la peine de cacher son amertume. « Je suis venu pour comprendre, » répondit-il, la surprenant. « Cette relation avec cet homme. Comment a-t-elle commencé ?» Un instant, Élise envisagea de refuser de parler, mais quelque chose dans le ton du prêtre semblait sincère. Alors, elle lui raconta comment elle avait trouvé Aigle Vif blessé près du ruisseau l'été dernier, comment elle avait soigné sa blessure, et leur découverte progressive de elle humanité de elle autre. Il aime à sauver la vie quand les crues soudaines sont arrivées au printemps, finit-elle. Il a tout risqué pour me mettre à elle abri sur les hauteurs. Comment aimer quelqu'un comme ça peut-il être mal? Le père Benoît soupira lourdement. Le monde n'est pas prêt pour ce que vous décrivez, Élise. Ce sont des temps difficiles. Les guerres ont laissé des cicatrices profondes des deux côtés. Alors je mérite de mourir pour avoir regardé au-delà de ces cicatrices? Je n'ai pas dit ça. Les yeux du prêtre étaient troublés. Mais le maire Rousseau et les autres, ils veulent faire de vous un exemple. On parle des « un bûcher à l'aube ». Élise sentit le sang se retirer de son visage. Un bûcher? Nous ne sommes pas au temps des procès de sorcières des « il y a un siècle ». La peur fait revenir les hommes à des instincts primitifs, dit doucement le père Benoît. Je vais essayer de plaider la clémence, mais vous devriez vous préparer. Après son départ, Élise fixa les étoiles à travers la fenêtre, se demandant si Aigle Vif faisait de même. Elle refusa de se laisser aller aux pleurs. Au lieu de cela, elle ferma les yeux et commença à chantonner doucement une berceuse que le guerrier lui avait apprise, puisant de la force dans les mots anciens. Dans l'obscurité de sa cellule, Élise fit la paix avec son destin. Quoi qu'il arrive à l'aube, il ne pourrait pas lui enlever ce qu'elle et Aigle Vif avaient partagé. Certains liens transcendaient la haine et la peur qui divisaient leur peuple, et ce savoir, décida-t-elle, valait n'importe quel prix. Le cœur des Aigles Vifs battait au rythme effréné des sabots de sa monture alors que qu'il galopait à travers les plaines crépusculaires. Les balles des hommes blancs avaient sifflé autour de lui, une d'elles éraflant son bras, mais la douleur physiquenne était rien comparée à l'agonie d'avoir laissé Élise derrière lui. Le souvenir de son visage, courageux mais terrifié, brûlait dans son esprit comme une marque au fer rouge. Il atteignit une crête surplombant la vallée et tira sur les rênes pour immobiliser son cheval. Se retournant pour observer les lumières lointaines de Rive-Claire, il songea au nom que son peuple donnait à ses colonies, des plaies sur la peau de la terre. Pourtant, Élise vivait là-bas, et elle était désormais en danger par sa faute. « Je ne t'abandonnerai pas », jura-t-il dans l'air nocturne, ses mots emportés par le vent. Aigle Vif savait qu'il devait rejoindre sa tribu au plus vite. Le clan auquel il appartenait, dirigé par le chef Loup Gris, maintenait une paix précaire avec les colonies voisines depuis 3 saisons. Était une trêve fragile, née de la nécessité plutôt que de la confiance. Les bisons disparaissaient, les maladies avaient ravagé leurs rangs, et la pression constante des soldats et des colons les avait poussés au bord du gouffre. À son approche du campement, odeur familière de la fumée de bois, atteignit. Les chiens aboyèrent pour donner alerte et, en quelques instants, des guerriers émergèrent des tentes, armes prêtes. Aigle Vif est de retour, cria Petit Faucon, son ami d'enfance. La tension retomba, bien que des regards curieux notassent sa hâte et le sang sur sa manche. Loup Gris avança, le visage marqué par la sagesse de 60 hivers. Tu apportes des problèmes, déclara-t-il simplement, lisant urgence dans la posture du jeune guerrier. La colonie blanche prévoit d'attaquer nos terrains de chasse, rapporta Aigle Vif en mettant pied à terre. Et ils ont fait prisonnière une femme, Élise Dumont. Elle est accusée d'avoir trahi les siens à cause de notre amitié. Des murmures parcoururent la foule rassemblée. Beaucoup connaissaient Élise, la femme blanche qui avait appris leur langue et respecté leurs coutumes. Certains avaient bénéficié de sa connaissance des plantes médicinales, qui complétaient leur propre médecine. « Que vont-ils lui faire » demanda Colombe, la fille du chef et la guérisseuse la plus habile de la tribu. La mâchoire des Aigles Vifs se crispa. Il parle de la brûler à l'aube. Des halètements et des exclamations de colère suivirent. Même entre ennemis, une telle cruauté était choquante. « Et tu souhaites que nous sauvions cette femme blanche » dit Loup Gris,
son ton en faisant une affirmation plutôt qu'une question. « Je le souhaite. » Aigle Vif se redressa, soutenant le regard pénétrant du chef. Elle a tout risqué pour défendre notre droit de rester sur nos terres ancestrales. Elle a soigné nos malades lorsque ton propre petit-fils est tombé malade de la fièvre la lune passée. Elle est digne de notre protection. Loup Gris resta silencieux un long moment. Considérer le sort des « une seule femme blanche » semblait insignifiant face à la lutte plus large pour la survie de leur peuple. Pourtant, il n'avait pas maintenu son autorité pendant 20 ans en ignorant les liens de loyauté et des « honneurs » qui cimentaient leur communauté. « Dis-nous ton plan », finit-il par dire. Pendant l'heure suivante, Aigle Vif exposa sa stratégie, modifiée par la sagesse des guerriers plus âgés et les suggestions pratiques de ceux qui connaissaient le mieux le terrain. Au moment où la lune atteignit son zénith, les guerriers préparaient leurs chevaux et leurs armes. « Nous partons avant les premières lueurs », annonça Aigle Vif. « Nous devons atteindre Rive Claire au lever du soleil. » Alors que les autres se dispersaient pour faire leurs préparatifs, Petit Faucon approcha de son ami. « Cette femme, elle compte beaucoup pour toi. » Ce n'était pas une question, mais Aigle Vif hocha la tête tout de même. « Elle me voit comme un homme, pas comme un ennemi ou un sauvage. Avec elle, je suis simplement moi-même. » Petit Faucon, étudia un instant, puis lui serra d'épaule. « Alors nous la ramènerons, ou nous mourrons en essayant. » Dans les heures précédant l'aube, Aigle Vif chercha conseil auprès de Tortue Assoupie, le vieux chaman. Le guérisseur au visage parcheminé écouta Aigle Vif expliquer ses sentiments pour Élise, parlant de la connexion qui transcendait les frontières de leur monde différent. « Les esprits ne reconnaissent pas les frontières tracées par les hommes, » dit Tortue Assoupie, sa voix semblable au bruissement de feuilles sèches. « Ils ne voient que la vérité des cœurs. Mais sois averti, marcher entre deux mondes apporte une grande souffrance. Es-tu prêt pour ce chemin ? » « Je le suis, » répondit Aigle Vif sans hésitation. Le vieil homme hocha lentement la tête. « Alors prends ceci. » Il pressa une petite bourse en cuir dans la main des Aigle Vif. « Une protection pour vous deux. » Alors que le ciel commençait à éclaircir, les guerriers du clan se rassemblèrent à la lisière du camp. Ils offraient un spectacle redoutable. Des hommes fiers sur des poneys robustes, armés d'un mélange des armes traditionnelles et de fusils acquis par le commerce ou la bataille. Aigle Vif avait plaidé contre l'idée d'amener toute la force directement dans la colonie, craignant que cela ne provoque un conflit plus large. Au lieu de cela, la plupart attendraient cachés dans les collines voisines tandis qu'un groupe plus restreint tenterait de négocier la libération des Élise. « Souvenez-vous, » leur adressa la parole Loup Gris. « Nous ne cherchons pas la guerre aujourd'hui. Nous cherchons la justice pour celle qui a honoré nos voix. Soyez vigilants. Soyez prêts. Mais ne versez le sang que il n'y a pas d'autre chemin. » Alors que l'île chevauchait, Aigle Vif ressentit un mélange complexe des émotions. La peur pour Élise, la détermination de la sauver, et la gratitude envers son peuple prêt à se risquer pour lui. Le paysage vallonné défilait sous les sabots de leurs chevaux, la prairie laissant progressivement place à des arbres épars, alors qu'ils approchaient du ruisseau marquant la frontière du territoire des colons. Ils arrêtèrent à cette frontière naturelle, les chevaux buvant au clair, tandis que les guerriers se préparaient. Aigle Vif peignit un simple trait rouge sur ses pommettes. Pas la peinture de guerre complète qui signalerait un massacre, mais assez pour rappeler aux habitants de la ville qu'ils venaient en tant que guerriers, fiers et sans peur. Elle ne voudrait pas que des autres meurent pour elle, dit-il doucement à Loup Gris alors qu'ils terminaient leurs préparatifs. Le chef acquiesça. C'est « et pourquoi elle est digne de notre respect. Mais certains prix doivent être payés, même ils ne sont pas désirés. Si ces gens ne peuvent pas voir sa valeur, peut-être apprendront-ils à voir la nôtre. » Le ciel continuait de éclaircir alors qu'ils approchaient de Rive Claire par l'ouest, le soleil dans leur dos. Aigle Vif pouvait voir du mouvement sur la place du village, des gens se rassemblant, du bois étant empilé. Son cœur se serra à cette vue, et il pressa son cheval accéléré. Il prépare sa mort, dit-il un ton sinistre à ses compagnons. Nous avons plus le temps pour la prudence. Loup Gris leva la main, faisant signe aux guerriers qui attendaient dans les collines. Le temps de la diplomatie écoulait. Si les habitants ne voulaient pas écouter les mots, peut-être écouteraient-ils le tonnerre des sabots entourant leur colonie. Alors qu'ils franchissaient la dernière crête qui les amènerait en pleine vue de Rive Claire, Aigle Vif fixa ses yeux sur la place où il pouvait maintenant voir distinctement Élise liée à un poteau, la tête haute malgré les circonstances. La vision, l'emplissait à la fois d'angoisse et de fierté. « Tiens bon, mon âme sœur, » murmura-t-il au vent. « J'y arrive. » L'aube se leva sur Rive Claire, peignant le ciel de traînées roses et dorées qui démentaient la scène sinistre qui se jouait sur la place du village. Élise se tenait attachée au poteau des exécutions, cernée par une foule grandissante. Certains semblaient mal à l'aise, des autres animés d'une colère vertueuse,
mais peu osait croiser son regard. Le maire Rousseau, un homme corpulent dont la fortune provenait du commerce avec l'armée, adressa à l'assemblée. « Nous sommes réunis ici aujourd'hui pour être témoins de la justice, » clama-t-il, sa voix portant au-dessus de la foule silencieuse. « Cette femme a trahi les siens, conspirant avec des sauvages qui nous verraient tous morts dans nos lits. » Élise releva le menton, refusant de montrer sa peur malgré le tremblement de ses jambes. La nuit dans la cellule avait été longue et glaciale. Chaque craquement, chaque bruit lointain lui avait fait craindre que Aigle-Vif ne tente un sauvetage insensé, seul contre tous. Elle priait pour que qu'il soit rentré sain et sauf parmi son peuple, que qu'il ne jette pas sa vie en pâture pour la sienne. Elle accusait, souhaitait-elle parler avant que la sentence ne soit exécutée? Demanda le père Benoît, sa Bible serrée contre lui par des mains pâles. Il avait plaidé la clémence tout au long de la nuit, mais le conseil municipal, elle, avait désavoué. « Je n'ai commis aucun crime, » dit clairement Élise, la voix plus forte qu'elle ne le pensait. « Je me suis lié des amitiés avec un homme qui aime à montrer bonté et sagesse. Si aimer au-delà des frontières de la haine me rend coupable, alors j'y accepte votre jugement. » Des murmures parcoururent la foule. Élise reconnut Madame Cordier, dont elle avait soigné la fille atteinte de scarlatine l'hiver dernier. La femme détourna le regard lorsque leurs yeux se rencontrèrent. Tout près se tenait Monsieur Évrard, l'épicier, qui avait toujours été juste dans ses affaires avec elle. À présent, il fixait le sol, les épaules voûtées. Le capitaine Roche avança avec une torche. Assez discuté. Le conseil a tranché. Attendez, interjecta le père Benoît. Au moins, laissez-lui une dernière prière. Le capitaine hésita, puis hocha sèchement la tête. Faites vite, prêtre. Alors que le pasteur approchait, Élise remarqua une agitation à la lisière de la foule. Les gens se retournaient, pointant quelque chose au-delà des limites de la ville. Un son lointain parvint à ses oreilles, un grondement sourd. Le tonnerre de nombreux sabots. Seigneur du ciel, chuchota le prêtre. Suivant son regard, franchissant la crête à l'ouest, apparut Aigle-Vif, flanqué du chef Lougri et de plusieurs guerriers. Derrière eux, étalés sur l'horizon, se trouvaient des dizaines des autres combattants. Leurs silhouettes imposantes se découpaient contre le ciel matinal. L'effet sur les villageois fut immédiat. Les femmes serrèrent leurs enfants contre elles. Les hommes cherchèrent leurs armes. Le capitaine Roche aboya des ordres à ses adjoints qui formèrent une ligne irrégulière, fusil levé. « Ne tirez pas », ordonna le maire Rousseau, le visage blême. « Ils doivent être 40. » Aigle-Vif et ses compagnons ralentirent le pas en entrant dans la ville, se dirigeant directement vers la place. Ses yeux trouvèrent immédiatement ceux d'Élise, et le soulagement dans son regard fut palpable. « Nous venons pour la femme », annonça-t-il dans un français clair, arrêtant son cheval à quelques mètres des villageois rassemblés. « Élise Dumont est sous notre protection. » Le capitaine Roche fit un pas en avant, la main sur son revolver. « C'est une affaire de blanc, indien. Ton espèce n'est pas la bienvenue ici. » Le chef Lougri porta son cheval à la hauteur de celui des Aigle-Vif. « Cette femme a soigné nos enfants. Elle a respecté nos coutumes. Nous n'abandonnons pas ceux qui nous honorent. » Le maire Rousseau fendit la foule, ajustant son manteau dans une tentative futile de conserver sa dignité. « Écoutez-moi, cette femme a trahi son propre peuple. Elle doit faire face à notre justice. »« Votre justice ressemble beaucoup à un meurtre à mes yeux, » répliqua Lougri avec un calme olympien. La tension sur la place était si épaisse qu'on aurait pu la couper au couteau. Élise voyait les villageois compter les guerriers, évaluant leurs chances. Même avec chaque homme valide de Rive-Claire armé, ils étaient surpassés en nombre. Aigle-Vif mit pied à terre, une démonstration délibérée des intentions pacifiques malgré le danger. Il marcha lentement vers Élise, arrêtant à mi-chemin pour adresser à l'assemblée. « Je ne viens pas chercher le sang, » dit-il, sa voix portant à travers la place silencieuse. « Mais je ne partirai pas sans elle. » Quelque chose dans sa certitude tranquille sembla toucher la foule. Élise vit des regards échangés, des doutes se former sur des visages qui, quelques instants plus tôt, étaient figés par la colère. Soudain, Madame Cordier fit un pas en avant. « Indien dit vrai. Élise a sauvé ma petite Émilie quand personne des autres ne le pouvait. Elle ne mérite pas ça. Elle a frayé avec des sauvages. » Cria quelqu'un depuis l'arrière. « Ces sauvages viennent de montrer plus de pitié que nous, » répliqua Monsieur Évrard, trouvant enfin sa voix. « Ils auraient pu attaquer à l'aube, nous prendre par surprise. Au lieu de cela, ils sont venus ouvertement, réclamant une des leurs. » L'expression une des leurs resta suspendue dans l'air. Élise sentit les larmes piquer ses yeux, non plus de peur, mais de quelque chose de bien plus complexe.
Le capitaine Roche cracha par terre. Vous devenez tous mous? Ces peaux rouges nous massacreraient dans notre sommeil, ils en avaient la moitié des une chance. Pourtant, ils ne l'ont pas fait, observa doucement le père Benoît. Ils ont maintenu la paix ces dernières saisons, même quand la colonie étendait sur leur terrain de chasse. Le maire Rousseau, sentant humeur changée, chercha à réaffirmer son contrôle. Le conseil a décidé que la sentence serait exécutée. Aigle Vif fit un autre pas en avant. Alors vous devez savoir ceci. Élise Dumont-M a averti de votre attaque prévue sur nos terres. Elle a sauvé de nombreuses vies, y compris les vôtres. Si vous aviez chevauché contre nous comme prévu, vous nous auriez trouvés prêts. Cette révélation envoya une nouvelle vague de murmures à travers la foule. Le visage du maire vira au rouge sombre. C'est un sacré mensonge. Est-ce le cas? Le défia Aigle Vif. Demandez à vos hommes qui ont parlé de ce raid en chassant près de nos territoires. Demandez-leur ce qu'ils planifiaient en buvant dans votre saloon. Plusieurs jeunes hommes de la ville semblaient distinctement mal à l'aise, évitant les regards inquisiteurs désormais dirigés vers eux. Élise, observant cet échange depuis sa position captive, comprit soudainement. Vous prévoyiez de les attaquer depuis le début. Cria-t-elle, sa voix tranchant la tension. C'est pour ça que Aigle Vif est venu me prévenir hier. C'est pour ça que le capitaine Roche a été si prompt à l'arrêter. J en savait trop. Accusation plana, ni confirmée ni démentie. Mais les expressions changeantes racontaient leur propre histoire. Tout le monde en ville n'avait pas été au courant de ce plan. Peut-être seulement le maire, le capitaine et quelques privilégiés. Le père Benoît avança, couteau en main, et pendant un terrible instant, Élise crut qu'il voulait la faire taire. Au lieu de cela, il passa derrière le poteau et commença à trancher ses liens. Cela a assez duré, déclara-t-il. Je ne serai pas complice un meurtre déguisé en justice, surtout quand il semble conçu pour couvrir des autres péchés. Le capitaine Roche dégaina son revolver. Éloignez-vous mon père. Le bruit sec de 40 cordes des arcs tendus à unisson étouffa toute autre menace. Les guerriers, toujours en selle à la périphérie de la place, avaient encoché leurs flèches, leur visée inébranlable. Réfléchissez bien, conseilla le chef loup gris. Beaucoup mourront si vous faites feu avec cette arme. Un silence tendu abattit sur la place. Élise pouvait entendre les battements de son propre cœur et le crissement de la corde, alors que le père Benoît continuait de scier les liens malgré la menace du capitaine. Finalement, le dernier brin céda et elle trébucha en avant, massant ses poignets pour y rétablir la circulation. Aigle Vif fut à ses côtés en un instant, une main posée avec douceur sur son coude pour la soutenir, autre toujours levée en un geste de paix envers les villageois. Nous partons maintenant, dit-il simplement. Personne a besoin de mourir aujourd'hui. Le maire Rousseau, voyant son autorité effritée, tenta une dernière manœuvre. Ce n'est pas fini. Armée en entendra parler. Ils entendront parler de bien des choses, répliqua Aigle Vif, implication claire. Le raid planifié ne resterait pas secret si la violence éclatait maintenant. Élise regarda autour observant les visages qu'elle avait connus toute sa vie. Voisins, patients, élèves. Certains affichaient de la honte, des autres de la colère, quelques-uns du soulagement. Quoi que qu'il arrive ensuite, elle savait qu'elle ne pourrait jamais reprendre son ancienne vie à Rive-Claire. Je suis prête, dit-elle doucement à Aigle Vif. Il acquiesça, la guidant vers sa monture. Les guerriers maintinrent leur position, flèches toujours braquées sur les habitants, tandis que Élise montait en croupe derrière Aigle Vif. Ses bras entourèrent sa taille, et elle sentit la force tranquille de son corps, réelle et solide, alors que tout le reste de son monde était dissous dans l'incertitude. Au moment de tourner bride, Élise croisa le regard du père Benoît. Merci, formatait-elle silencieusement avec ses lèvres. Il hocha la tête une fois, un geste de compréhension, sinon de bénédiction. Était suffisant. Les cavaliers repartirent comme ils étaient venus, avec dignité et détermination. Aucun coup de feu ne les suivit, aucun cri de colère, juste un lourd silence qui parlait un règlement de compte retardé et non évité. Alors qu'ils franchissaient la colline et que Rive-Claire disparaissait derrière eux, Élise autorisa à poser sa tête contre le dos des Aigles Vifs, épuisement la rattrapant enfin. Elle avait perdu son foyer, mais peut-être, songea-t-elle alors que les guerriers formaient un cercle protecteur autour en avait-elle trouvé un autre? Le voyage vers le campement se déroula dans un flou pour la jeune femme. Émotionnellement et physiquement vidée, elle sombrait dans une demi-conscience, bercée par la présence rassurante des Aigles Vifs devant elle. Lorsqu'ils arrivèrent enfin, femmes et enfants sortirent à leur rencontre,
la curiosité et la prudence se mêlant dans leurs expressions alors qu'ils observaient la femme blanche au milieu des leurs. Colombe, la fille du chef, avança immédiatement. Elle a besoin de repos et de soins, déclara T.L., prenant les choses en main avec l'autorité naturelle de la guérisseuse de la tribu. Amenez-la dans mon tipi. Élise se retrouva guidée avec douceur hors du cheval et soutenue par Colombe et une femme plus âgée dont le visage marqué par le temps révélait une bonté sous la fatigue apparente. Le camp tourbillonnait autour d'elle. Des sons, des odeurs et des images inconnues submergeaient ses sens. « Tu es en sécurité maintenant », elle assura Colombe dans un français hésitant. « Pas de bûcher ici. » Cette simple déclaration fit monter des larmes inattendues aux yeux d'Élise. Elle était tellement concentrée sur le maintien de son calme à Rive-Claire qu'Hélène n'avait pas pleinement réalisé à quel point elle avait frôlé la mort. Maintenant, entourée de gens qui étaient risqués pour la sauver, des gens qu'on lui avait appris à craindre, la digue émotionnelle se rompit. À l'intérieur du tipi de Colombe, Élise fut allongée sur de douces peaux de bison. Un feu brûlait au centre, emplissant l'espace de chaleur et une fumée parfumée. Colombe examina les brûlures de corde au poignet d'Élise, appliquant un onguent rafraîchissant qui sentait la sauge et des autres herbes que Élise reconnut de par son propre travail de guérisseuse. « Merci », parvint à dire Élise, la voix rauque. « À vous tous, pour être venus me chercher. » Colombe sourit légèrement. « Aigle vif parle beaucoup de toi. Il dit que tu as un bon cœur, de bonnes mains pour soigner. Nous voyons maintenant qu'il disait vrai. Tu te tiens brave devant la mort. J'y étais terrifié, admit Élise. Être brave ne signifie pas ne pas avoir peur, commenta la femme plus âgée en offrant à Élise une gorgée d'eau fraîche. Être brave, c'est et rester fort même avec la peur. Dehors, Élise pouvait entendre des discussions. De nombreuses voix, dont celle des aigles vifs et du chef loup gris. Il décidait de son sort, réalisa T.L. Malgré le sauvetage dramatique, sa présence créait des complications pour la tribu. Votre peuple ? Demanda Élise avec hésitation. Accepteront-ils ici ? Colombe considéra la question, ses mains travaillant toujours doucement sur les blessures d'Élise. Certains oui, certains non. Comme dans ta ville. Mais tu soignes. Tu travailles. Tu apprends nos manières. Ils verront ta valeur. Avec le temps. Il y avait de la sagesse dans cette simple évaluation. Élise hocha la tête, se laissant aller contre les fourrures. J'y ai besoin de parler à Aigle vif. Il viendra bientôt, promit Colombe. Maintenant, dors. Malgré son intention de rester éveillée, Élise sombra bientôt dans un sommeil profond, son corps exigeant de récupérer de l'épreuve. Lorsqu'elle se réveilla, la qualité de la lumière filtrant à travers la toile du tipi suggérait que c'était la fin de l'après-midi. Aigle vif était assis à proximité, la regardant avec une expression mêlant tendresse et inquiétude. « Tu aurais dû me réveiller » murmura-t-elle en se redressant. « Tu avais besoin d'un sommeil réparateur » répondit-il. « Comment te sens-tu »« Mieux. » Élise étudia son visage, notant les nouvelles rides de tension autour de ses yeux. « Qu'est-ce qui a été décidé » Aigle vif se rapprocha, prenant sa main dans la sienne. « Le conseil a parlé. Tu peux rester avec nous si tel est ton souhait. Mais tu dois savoir que cette décision apporte le danger pour tous. À cause de moi. Parce que le monde change autour de nous, corrigea-t-il doucement. Le sauvetage, il ne sera pas oublié par ta ville. Les soldats en entendront parler. Ils utiliseront comme excuse pour nous repousser plus loin, peut-être pour attaquer. » Élise sentit le poids de la responsabilité abattre sur ses épaules. « Je n'ai jamais voulu apporter le malheur à ton peuple. Le malheur nous trouve avec ou sans toi, dit Aigle vif avec une pointe d'humour sec. Au moins cette fois, c'était pour quelque chose de digne. Ces mots la réchauffèrent, mais la réalité de leur situation restait sombre. Que se passe-t-il maintenant ? Maintenant, nous nous préparons. L'expression des aigles vifs devint plus grave. Loup gris pense que nous ne pouvons pas rester ici longtemps. Les soldats viendront, peut-être dans quelques jours. Nous devons déplacer le camp plus profondément dans le territoire. Les implications étaient claires. Si Élise choisissait de rester avec eux, elle s'engageait dans une vie nomade, éloignant toujours plus des colonies blanches, faisant face à des épreuves croissantes alors que la tribu était repoussée vers des terres plus arides. « Et si je retournais là-bas » demanda-t-elle doucement, bien que la pensée de retourner à Rive-Claire, elle emplit des effrois. La main des aigles vifs se resserra brièvement autour de la sienne. « Tu ne serais pas en sécurité là-bas. La ville ne te brûlerait peut-être pas, mais elle ne te protégerait pas non plus. Et il y a des autres colonies, des autres villes. Il n'avait pas besoin de finir. En tant que femme blanche ayant choisi de vivre parmi les tribus,
elle serait vue avec suspicion et hostilité par les colons à travers tout le territoire. Au mieux, elle serait ostracisée. Au pire, elle pourrait faire face à la même justice à laquelle elle venait d'échapper. Alors mon chemin est clair, dit Élise, soutenant son regard fermement. Je reste avec toi, si tu veux bien de moi. Le soulagement dans ses yeux fut une réponse suffisante, mais il prononça les mots tout de même. Je marcherai sur n'importe quel sentier, pourvu que tu sois à mes côtés. Leur moment d'intimité fut brisé par un tumulte à l'extérieur. Aigle Vif se leva des imbons, faisant signe à Élise de rester à l'abri. Elle ignora la suggestion, le suivant dans la lumière déclinante du jour. Le camp était une ruche en effervescence. Les femmes emballaient les biens à la hâte, les hommes rassemblaient les chevaux, les enfants étaient regroupés en silence. Des soldats, rapporta Petit Faucon en les rejoignant au pas de course. Les éclaireurs les ont vus traverser la rivière à elle est. Peut-être 20 hommes. Le visage des Aigles Vifs se durcit. Sitôt, ils ont dû partir immédiatement après notre départ. Élise sentit un frisson la parcourir malgré la tiédeur de tel air du soir. C'est à cause de moi. Cela devait arriver, intervint le chef Loup Gris en les rejoignant. Peut-être aujourd'hui, peut-être à la prochaine lune. La fin de terre de tel homme blanc ne dort jamais. Il se tourna vers Aigle Vif. Prends-la avec 3 autres. Chevauchez vers elle, ouest, pendant que nous attirons les soldats vers le nord. Une diversion, comprit Aigle Vif. La tribu vous rejoindra au lieu de rendez-vous quand la voie sera sûre, elle assura le chef. C'est la meilleure chance pour tous. Ils la capturent, ils auront une raison de nous traquer sans fin. Élise comprit la stratégie. En se séparant, il augmentait les chances que certains échappent à la rafle. En elle envoyant à elle ouest avec Aigle Vif, il protégeait à la fois sa vie et l'avenir de la tribu. Je peux aider, insista-t-elle. Je sais comment pensent les soldats, comment ils pistent. Loup Gris la considéra un air pensif. Peut-être seras-tu plus qu'un fardeau, après tout. Il hocha la tête une fois. La décision est prise. Partez vite. Ne prenez que le nécessaire. En quelques minutes, Élise se retrouva sur une jument achetée, sa robe déchirée remplacée par une tenue traditionnelle en peau de daim. Colombe avait insisté pour ce changement, une façon pratique et symbolique d'embrasser sa nouvelle identité. Aigle Vif, Petit Faucon et 2 autres guerriers, Cerf Agile et Loup Noir, les accompagneraient. Alors que Tilès apprêtait à partir, le chef Loup Gris approcha une dernière fois. Souviens-toi de qui tu es, dit-il à Aigle Vif. Et de qui elle choisit d'être maintenant. Aigle Vif acquiesça solennellement. À la surprise d'Élise, le chef se tourna ensuite vers elle. Tu te tenais entre 2 mondes, dit-il dans un français prudent. Maintenant, tu traverses de tel un à l'autre. Ce n'est pas un chemin facile. Mais un cœur fort trouve sa voie. Merci de m'accepter, répondit Élise, profondément émue par cette bénédiction inattendue. On ne remercie pas la rivière pour son eau, dit Loup Gris avec ombre un sourire. Elle donne car c'est sa nature. Tu donnes la guérison car c'est la tienne. Parmi nous, cela a de la valeur. Sur ces mots, il recula, levant la main en signe adieux tandis que Aigle Vif guidait leur petit groupe loin du campement. Ils chevauchèrent durement jusqu'à la tombée de la nuit, utilisant chaque ruse pour masquer leur piste. Traverser les cours des hauts, galoper sur la roche nue, revenir sur leurs pas. Lorsqu'ils arrêtèrent enfin pour se reposer dans un canyon abrité, le corps d'Élise était perclus de douleur due à ses heures inhabituelles en selle. Pourtant, elle se sentait étrangement vivante, plus présente à chaque instant qu'elle ne l'avait été depuis des années. Nous avons couvert une bonne distance, dit Aigle Vif en aidant à descendre de cheval. Les soldats suivront le groupe principal vers le nord. Nous devrions être en sécurité ici jusqu'au matin. Tandis que les autres installaient un campement sommaire et dissimulé, Aigle Vif conduisit Élise vers une corniche surplombant le paysage obscurci. Au loin, les étoiles semblaient toucher l'horizon, l'immensité du territoire étendant à l'infini devant eux. « As-tu peur » demanda-t-il doucement. Élise considéra la question avec honnêteté. « Oui, admit-elle. Mais pas de cette vie. J'ai peur de ce qui arrive pour ton peuple, pour notre peuple maintenant, je suppose. » Aigle Vif hocha la tête, comprenant son inquiétude profonde. Les anciens disent que le changement est comme le vent. Peut-on le combattre? Non, on doit apprendre à le chevaucher. Et si le vent devient tempête? Alors nous trouverons un abri ensemble, répondit-il simplement en lui prenant la main. Chaque jour comme il vient. Élise appuya contre lui, puisant de la force dans sa présence. Peu importe ce que demain apporterait, les soldats
les épreuves, un futur incertain où les cultures entraient en collision et où les mondes changeaient, ils y feraient face côte à côte. Son ancienne vie avait fini dans des flammes qui n'avaient jamais été allumées, mais une nouvelle existence avait surgi de ces cendres invisibles. Alors qu'ils se tenaient ensemble sous le ciel infini, Élise sentit une paix profonde s'installer en elle. Elle avait perdu une maison, mais trouvé un lieu auquel elle appartenait vraiment, non défini par les frontières de la terre ou la couleur de la peau, mais par les connexions du cœur et de l'esprit qui transcendaient tout le reste. Chaque jour comme il vient, répéta-t-elle doucement. Elle sentit le bras des aigles vifs se resserrer autour de ses épaules en réponse. À cet instant, avec la nuit tombant autour des eux et un chemin incertain devant eux, c'était suffisant.